Officer Plonky come downstairs and just verify we had in fact found a human head in the bucket. Une scène si glaçante qu'elle a laissé sans voix même les policiers les plus aguerris. I mean, she played volleyball. She had a good amount of friends she hung out with. She was a normal kid. Did things change at all for her? I wouldn't say too much. She got in trouble a little bit at school, but... Stop it. Stop it. Stop it. Stop it. Okay. Did you both see this? I opened the towel, I picked up the towel and dropped it because I don't know what the it is, man. I had bad vision. And she's like, is that what I think? I don't Aux premières heures du 23 février 2022, à Green Bay, dans le comté de Brown, au Wisconsin, une alerte d'urgence secoue le centre de commandement de la police de l'État. À l'autre bout du fil, une femme complètement bouleversée, la voix tremblante de peur, tente d'expliquer ce qu'elle vient de découvrir. En descendant dans le sous-sol de sa propre maison, elle est tombée sur une scène d'horreur indescriptible. La tête de son propre fils était là, juste devant elle. Face à cette situation effroyable, l'agent Alex et un collègue se précipitent immédiatement sur les lieux pour vérifier les faits et sécuriser la zone. Okay. Did you both see this? I opened the towel, I picked up the towel and dropped it because I don't know what the it is, man. I had bad vision. And she's like, is that what I think? I don't know. What the Those 2 hours gonna see it. Une fois la femme un peu calmée et capable de raconter ce qui s'était passé, Alex élabore rapidement un plan d'action. Il demande à son coéquipier de rester à l'étage pour rassurer et protéger la témoin, pendant que lui-même descend seul au sous-sol afin de vérifier la véracité du récit. Right there. Look right. There's a bucket with its hole on it. Lorsqu'Alex soulève lentement le drap qui recouvre l'objet, la lumière faible du sous-sol éclaire ce qui se trouve en dessous, révélant une scène d'horreur qu'il n'oubliera sans doute jamais. À cet instant précis, un frisson glacé parcourt tout son corps, comme si le temps s'était suspendu. Ce qu'il a sous les yeux n'est pas seulement un choc visuel, c'est aussi la preuve irréfutable que le témoignage de la femme était parfaitement exact. Dude, it is. Come here. Hold on 1 second. Dès qu'il reçoit ces informations, Alex prend immédiatement une décision. Il demande à un collègue de descendre inspecter de nouveau le sous-sol afin de s'assurer qu'aucun détail n'a été négligé. Let's just... Okay. Hold on. À ce moment-là, Alex est plongé dans un état de stupeur profonde. Pris de panique, il ne cesse de demander à ses collègues de vérifier à nouveau ce qui a été découvert dans le conteneur.
4 Edmond, 82 Sam. I know you're busy over there. We're gonna need more units here. Dès son arrivée sur les lieux, Alex informe immédiatement sa hiérarchie et demande des renforts supplémentaires. Il se met ensuite rapidement à effectuer une première inspection de la zone située dans le sous-sol. No for right now. It's here sooner rather than later, that'd be appreciated. We got Compte tenu de la gravité de l'affaire, Alex envoie une nouvelle demande urgente afin d'obtenir davantage de soutien opérationnel. Cette étape est de courante dans les affaires criminelles majeures. Elle permet de garantir une supériorité tactique et d'assurer la sécurisation de la scène. I want to clear this rest of this house. We've got 2 people in the house for sure. À ce stade, les policiers utilisent des lampes tactiques pour inspecter chaque recoin du sous-sol, anticipant la possibilité que le suspect puisse encore s'y cacher et éliminant toute menace potentielle. Plus tard, Alex témoignera devant le tribunal, relatant avec précision ce qu'il avait vu et entendu à ce moment-là. You mentioned observing the bucket. I guess where in the basement was that located? As you go down the stairs, if you turn to the immediate right, it was at the bottom of the stairs to the right. Was it in pretty close proximity to the stairs? Yes. After you made that observation, what did you do? After I pulled the towel off, Yes. I had Officer Plunky come downstairs and just verify we had in fact found a human head in the bucket, and then we started to notify a supervisor and then ask for additional units. La victime s'appelait Chad, âgé de 24 ans. Sa tête a été retrouvée dans le sous-sol de la maison de sa mère, marquant le début d'une affaire qui allait bouleverser l'opinion publique. Au cours de la première phase de l'enquête, la police identifie rapidement Taylor, la petite amie de Chad, comme principale suspecte. Dans la nuit même, les forces de l'ordre élaborent un plan et encerclent le domicile de Taylor en vue de procéder à son arrestation. Hi, Taylor, how's it going? Officer Russell with the Green Bay Police Department. Just make sure you ain't got nothing on you here. With Taylor. Contact Taylor. Taylor, you have one more for you. You have one more for your wrist. Just put your hands behind your back, quick. Anybody else in your apartment? You got blood on your hands here, too. No, on your hands. Okay, yeah, we're gonna have to. What apartment is it? What apartment are you in? Do we have Adam 3 come up? You got somebody to get up here. On the double. Which apartment? One is what they came back to. Good. Here. Yeah, go. Guys, hurry and get here now. Watch this window right here. Watch this window right here. Gun. Go in here. Go in here. Come to the back of the apartment. That's where we're at. You come over here. 2 more will be fine. If 84 is here. Hands up! Yeah, contact with the mail. Hands up! Walk out towards me! Have a seat. Have a seat. Lors de son interpellation, Taylor ne montre aucune résistance. Les policiers parviennent à la maîtriser et à la menotter sans difficulté. Sur place, ils découvrent également la présence d'un homme, Warren, le mari de Taylor, avec qui elle était mariée depuis plusieurs années. Who else is in the apartment? Be straight up. Is he armed?
Nobody's armed? Nobody's armed. You sure? I'm sure. Greenbelt police! Everybody get here! Announce yourself now! Go ahead. Negative, we got enough here. Après son arrestation, Taylor est immédiatement escorté au commissariat pour y être interrogé. C'est à ce moment-là que la police confirme que Chad était en réalité son amant. Taylor et son mari, Warren, vivaient ensemble depuis plusieurs années et avaient eu un enfant en 2021. Lors de son interrogatoire, Taylor admet avoir tué Chad alors qu'elle était sous l'influence de stupéfiants. Taylor a connu une enfance marquée par de nombreux drames familiaux. Sa mère est décédée d'une maladie alors qu'elle était encore enfant, son frère est mort dans un accident de moto et son père, après s'être remarié, a été condamné à 12 ans de prison. Lors de l'audience, en voyant son père toujours incarcéré et assister au procès, Taylor éclate en sanglots, mais affiche aussi à plusieurs reprises des sourires étranges, révélant une profonde instabilité psychologique. Are you currently married, sir? I am not. You were living in Green Bay, correct? I mean, she played volleyball. She had a good amount of friends she hung out with. She was a normal kid. Did things change at all for her? I wouldn't say too much. She got in trouble a little bit at school, but... Dans les audiences suivantes, Taylor ne manifeste presque aucun signe de remords. Elle adopte une attitude froide et détachée face à ses propres actes. Lorsque le juge présente les éléments de preuve, Taylor détourne le regard, évitant les yeux de l'assemblée, affichant une indifférence troublante. Le point culminant survient lorsqu'elle attaque soudainement son avocat commis d'office, Maître Quinn, en pleine audience, ce qui conduit ce dernier à renoncer à assurer sa défense. En septembre 2023, le tribunal condamne Taylor Chabusness à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle pour les chefs d'accusation suivants. Meurtre avec préméditation au 1er degré, agression sexuelle au 3e degré, mutilation de cadavre. So, Mr. Business, this is your opportunity to address me if there's anything on your mind you'd like to say before I pass sentence. No, there isn't. Okay. Bien que la défense ait soutenu que Taylor avait commis les faits sous l'influence de stupéfiants, tout en portant en elle de profondes blessures psychologiques liées à une enfance tragique, le juge, compte tenu de la cruauté des actes et de la gravité des conséquences, a prononcé la réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle ni remise de peine. Dès l'annonce du verdict, l'affaire provoque une onde de choc dans l'opinion publique. De nombreux internautes décrivent la scène du crime comme un véritable cauchemar pour l'agent Alex, ses collègues, et surtout pour la mère de Chad. Ce qui a été découvert dans le conteneur pourrait laisser des séquelles psychologiques profondes aux forces présentes sur les lieux. Et pour la mère de Chad, il s'agit d'une douleur impossible à effacer. Beaucoup estiment que la condamnation est pleinement justifiée. Tout au long du procès, Taylor a affiché un sourire glacial et terrifiant, sans la moindre trace de remords envers la famille de la victime. Selon eux, avec des actes aussi inhumains, elle doit payer le prix fort et passer le reste de sa vie derrière les barreaux. Toutefois, certains avancent une autre lecture. Le passé tragique de Taylor, la perte de sa mère, de son frère et la condamnation de son père a profondément marqué son développement psychologique. À leurs yeux, ces événements constituent des éléments qu'on ne peut ignorer lorsqu'on analyse le parcours criminel d'un accusé, un angle souvent pris en compte dans les deux systèmes judiciaires lors de l'évaluation des motifs et du contexte personnel. Cette affaire n'a pas seulement bouleversé la société américaine par sa brutalité, elle a également soulevé de nombreuses questions sur la frontière entre drame personnel et responsabilité pénale. À titre personnel, je trouve que c'est une histoire profondément tragique. Une mère qui perd son fils dans des circonstances atroces, une police confrontée à une scène d'une violence psychologique rare et une accusée marquée par des blessures intérieures profondes, mais qui a choisi de répondre par une violence extrême. Aux États-Unis, le système juridique met l'accent sur les preuves et la procédure. Même si Taylor a connu une vie marquée par le drame, lorsque les actes y sont volontaires et d'une gravité exceptionnelle, la condamnation à perpétuité sans possibilité de libération est pleinement conforme aux normes pénales en vigueur. En France, lors du jugement d'affaires présentant une dimension psychologique complexe, la justice prend généralement en compte deux aspects: la responsabilité pénale et la capacité de discernement de l'accusé. Les éléments liés au passé tragique peuvent être retenus comme circonstances atténuantes, mais ils n'effacent jamais la responsabilité lorsque l'acte est reconnu comme intentionnel.
Sur le plan sociétal, l'affaire Chad-Thirion illustre les différences culturelles entre les systèmes juridiques américains et français. Aux États-Unis, l'opinion publique insiste souvent sur la sévérité de la peine comme moyen de dissuasion. Tandis qu'en France, l'accent est davantage mis sur les causes profondes du passage à l'acte et sur les perspectives de réinsertion à long terme. Tirons de cette affaire une leçon essentielle. Un passé douloureux ne peut pas servir de bouclier pour justifier un crime. Chacun doit assumer la responsabilité de ses actes, tout en soulignant l'importance d'une prise en charge précoce des troubles psychologiques afin de prévenir de nouvelles tragédies. Cette affaire n'est pas seulement un dossier criminel, c'est aussi un rappel glaçant des zones d'ombre de la psyché humaine lorsqu'elle n'est pas prise en compte à temps.